Et je vais laisser la parole à Eric Herbert. Bonjour à tous. Donc je me présente Eric Herbert, je viens de l'Université Paris Diderot. Je vais vous parler de travaux que l'on fait au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Donc c'est a priori des thèmes de recherche qui devraient vous parler. Et plus spécifiquement, je vais vous parler de métabolisme, donc je vais définir tout ça, et de thermodynamique. Alors, l'origine de ce travail... L'origine de ce travail vient d'une constatation, c'est que les études qui sont liées au déplacement humain, pour prendre cet exemple-là, sont liées essentiellement à des approches qui sont mécanistes. C'est-à-dire qu'on va prendre la jambe comme étant un pendule, c'est-à-dire que j'ai une masse au bout d'une certaine longueur, et donc je déplace ma masse, et ça me permet d'avancer. Ok, très bien. Sauf que le problème de cette approche, c'est que ça nécessite un déplacement. Ça nécessite un déplacement parce que c'est une approche mécanique. Or, il est évident que le petit bonhomme en bas à droite, ici, ne se déplace pas et pourtant fournit un effort. De la même manière que moi, je ne me déplace pas et je fournis aussi un effort. Donc il se passe quelque chose à l'intérieur de l'organisme qui est appelé souvent un métabolisme, mais qui n'est pas décrit en utilisant les outils physiques traditionnels de thermodynamique. Alors c'est ce qu'on a essayé de faire. Sous la forme, on voit à gauche d'une machine à conversion de l'énergie, donc qui se divise en trois parties. On va dégrader une ressource énergétique de bonne qualité, typiquement un aliment, pour faire quelque chose, donc typiquement un effort. Cet effort peut être un déplacement, mais ça peut être virtuellement absolument n'importe quoi. Cet effort se caractérise par la concentration en un point, donc par exemple le centre de masse, d'une force, ce qui me permet de me déplacer, ce qui me permet aussi de tenir dans des positions invraisemblables. Mais le second principe interdit que l'on puisse avoir une conversion d'énergie sans qu'il y ait un phénomène de dissipation. Autrement dit, il n'y a pas de machine à mouvement perpétuel. Donc si je fournis un effort, ça veut dire que j'ai aussi un flux de dissipation. Et si ce flux de dissipation est trop grand, eh bien, j'arrive à la limite de capacité de production de ma machine. Donc l'objet, le petit dessin qui est à gauche, représente pour nous la forme métabolique au sens thermodynamique du terme, qu'on va essayer de décrire. Et on va se rapprocher de données qui ont été acquises expérimentalement, qui sont liées à la consommation d'oxygène. Je reviendrai dessus, mais c'est important de le noter tout de suite. Donc le flux de déchets, qui est la petite flèche noire en bas, est mesuré en comptabilisant simplement la quantité d'oxygène qui est respirée. Donc on a accès à un flux qui est le flux d'oxygène. Alors, comment est-ce qu'on fait? Bon, typiquement, j'ai mis une photo de genre de manip. Donc, on a quelqu'un qui marche sur un tapis roulant, donc il y a un masque. On ne le voit pas très bien, mais il y a un masque qui va mesurer certaines constantes. Donc, typiquement, la consommation d'oxygène, consommation de CO2, la vapeur d'eau recrachée. Et si on décrit l'ensemble des flux qui vont traverser la machine thermodynamique, donc qui est décrite à gauche, on va avoir évidemment un équilibre qui sera conservé, c'est-à-dire que tout ce qui rentre doit être égal à tout ce qui sort, ce qui permet de décrire les flux ici sur le graphe de milieu. Alors si j'avais un... Non, j'ai pas, c'est pas grave. Donc le flux entrant, qui est le flux énergétique de bonne qualité, qui est l'aliment, va croître lorsque je vais augmenter l'intensité de mon effort. Le flux de mauvaise qualité, ou le flux qui est dirigé vers la poubelle, va croître également, mais avec tout d'abord une baisse de son intensité. Et la différence entre ces deux courbes va donner la puissance qui est réellement utilisable par la machine. Donc la puissance réellement utilisable, c'est la courbe verte, elle est bornée. Elle est bornée évidemment par une puissance nulle, on ne peut pas descendre en dessous de 0, et elle est aussi bornée par une puissance maximale, c'est-à-dire qu'une fois que j'atteins cette puissance maximale, je ne peux pas aller au-delà, parce que si j'essaie d'aller au-delà, en fait, je vais fournir une dissipation qui est tellement intense qu'elle va consommer l'ensemble de mon aliment et l'ensemble de mon flux énergétique de bonne qualité. Oui. Dernière chose, donc l'objet qui est mesuré, c'est la consommation d'oxygène qui est reliée à la courbe rouge, et elle est transformée simplement en la divisant par la vitesse, et on obtient la courbe qui est à droite avec des caractéristiques assez marquées, notamment une divergence en zéro. Si je divise par la vitesse, c'est normal. Vous voyez qu'on devient linéaire lorsque la vitesse devient très grande, et surtout que cette grandeur, qui s'appelle le cote, est marquée par un minimum. Donc, un grand nombre d'expériences de ce type-là ont pu être faites sur des objets vivants. Donc, je remets ici l'être humain en haut à gauche. On a une perruche en haut à droite dans une veine aérodynamique. Donc, vous voyez qu'elle est câblée à un petit masque. Ce n'est pas moi qui ai fait les manips, hein. Moi, j'ai fait que les modèles.
j'y suis pour rien. Donc, on a une perruche. En bas à gauche, un cheval qui reprend le même processus, le protocole opératoire qu'avec l'être humain. Donc là, il lui manque simplement le masque. On a une veine hydrodynamique avec un poisson qui est la petite tache bleue avec la nageoire jaune à l'arrière. Donc pour tous ces objets-là, on peut mesurer une consommation d'oxygène qui est liée au déplacement. D'accord ? Si on le divise par la vitesse, on obtient la courbe qui est à gauche, qui est très marquée par un minimum. Bon. Cette opération-là, on peut la faire pour un nombre d'animaux absolument invraisemblable, et on peut regarder uniquement le minimum. Et c'est représenté sur la courbe de droite. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on va aller du moustique jusqu'aux animaux les plus gros. Donc on a des kangourous, des chevaux, avec une séparation en trois dynamiques qui sont les nageurs, les volants et les runners, les marcheurs. Bon, avec une loi allométrique qui dépend de la masse en loi de puissance, tout va bien. On voit qu'on peut aussi rajouter l'être humain dans différentes spécificités. On a l'être humain qui marche en haut, le cycliste en bas. Et on voit qu'on peut rajouter aussi des machines à conversion de l'énergie qui sont inertes, au sens où elles ne sont pas vivantes. Donc on a le moteur à explosion, juste au-dessus du cheval, il y a une Volkswagen, une Cadillac, une moto. Et tout en bas à droite, on a un train de marchandises. Et au-dessus du train en bas à droite, ça doit être un bateau à vapeur. Donc cette étude-là, cette approche métabolique qui va décrire la manière dont la machine convertit de l'énergie alimentaire, mais pas que de l'aliment, ça peut être un carburant, quel que soit son nom, c'est un processus qui est extrêmement générique, qu'on retrouve un petit peu partout. Alors j'ai remis ce transparent-là pour insister sur son caractère générique. Donc on a encore une fois des manips qui ont été faites chez un être humain qui est en train de courir. On voit les courbes en haut. On voit en bas d'autres manips qui ont été faites avec un être humain qui a une prothèse, où on retrouve toujours le même courbe avec les mêmes caractéristiques. Si maintenant on essaie de décrire ce comportement, on va obtenir, en s'appuyant sur une description thermodynamique assez classique, donc on a une description hors équilibre force-flux, donc on a une description qui est microscopique, qu'on va agréger pour obtenir un système complet. Si on le développe sous cette forme-là, on obtient l'expression qui est en bas à droite, avec différentes caractéristiques, différents paramètres, dont certains sont particulièrement importantes. Le R ici va représenter la viscosité généralisée, c'est-à-dire que c'est la chose qui va dissiper de l'énergie et qui fait que je ne peux pas employer l'ensemble de l'énergie qui est disponible, l'ensemble de l'aliment que je vais ingérer. Donc c'est ce qui va limiter, in fine, ma puissance. B, c'est la puissance basale, c'est-à-dire que, d'accord, je me déplace, donc quand je me déplace, j'ai besoin de consommer un aliment pour pouvoir le faire, mais quand je ne me déplace pas, je consomme toujours de l'énergie, parce que j'ai toujours besoin que mes muscles soient suffisamment contractés pour me tenir debout, sinon je m'effondrerai. Donc il y a une puissance basale équivalente qui correspond au mode de déplacement. Donc, sur la figure de gauche, il y a beaucoup d'informations. On va regarder le cadran qui est en haut à droite et celui qui est en bas à gauche. Alors, en bas à gauche, on a le rendement en fonction de la puissance. Vous voyez que I, le sens de croissance de I est représenté avec une flèche. Donc I, c'est la sollicitation métabolique. Ça veut dire que je vais de plus en plus vite si on parle d'une vitesse. Au début, ce qui se passe, c'est que pour une toute petite vitesse et que j'augmente ma vitesse, je vais augmenter mon rendement, je vais augmenter ma puissance. D'accord ? Ensuite, je vais passer par le point qui est un triangle vert. Ce point qui est un triangle vert représente le rendement maximum. Ensuite, j'atteins le point avec une étoile rouge, c'est la puissance maximale. Je ne peux pas aller au-delà, parce qu'au-delà, je dissipe tout. Et entre les deux, je vois apparaître un autre point optimal, qui est le rond bleu. Et ce rond bleu, c'est le cote minimum. À cet endroit-là, je dépense le minimum d'énergie par unité de longueur. Et ce point-là, c'est le point que va choisir le cheval. Donc là, on a une étude de cas, on a décrit le métabolisme de manière générique, et on l'applique sur un cas qui est le cheval. Donc encore une fois, ce n'est pas moi qui ai fait les manips. On voit en haut à gauche la consommation d'oxygène en fonction de la vitesse, sur les différentes allures. On a le pas en rouge, le trot en bleu, le galop en vert. Forcément, le basal, donc ça correspond au niveau de consommation énergétique, juste pour atteindre cette allure, va augmenter à chaque fois, très bien. Si on le divise par la vitesse, on obtient l'équivalent du cote que j'ai décrit tout à l'heure. Donc on retrouve la divergence en zéro, on retrouve le comportement linéaire lorsque la vitesse est grande, et on retrouve le minimum qui est très marqué. En bas, on a un histogramme. Cet histogramme correspond à des mesures qui ont été faites. Donc les gens se mettent sur le côté du champ et ils regardent, lorsque le cheval choisit une allure, à quelle vitesse il va.
Donc quelle est la vitesse spontanément choisie lorsqu'il est au pas, ou au trot, ou au galop. Et ce qu'on voit, c'est qu'il ne choisit pas n'importe quelle vitesse. Il y a des trous énormes. Quand il est au pas, il se met exactement à un petit peu plus que 1. Quand il est au trot, il se met à autour de 3, et ainsi de suite. Donc le cheval ne se met jamais à son rendement maximum, sauf si on le force évidemment, mais ça c'est une autre question. Il ne se met pas à son rendement maximum, il ne se met pas à sa puissance maximum, il ne sait pas d'aller au plus vite possible. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'à la fin de la journée, quand il a fait ses 30 ou 40 km, il soit le moins fatigué possible. Ce qui l'intéresse, c'est que ses poubelles, donc l'acide lactique qu'il a dans ses muscles, on peut le voir comme ça, c'est que ses poubelles soient le moins remplies possible. Et ça, c'est quelque chose qui est choisi spontanément, qui est une sensation, et qu'en fait, on peut faire la comparaison avec ce qui nous arrive tous les jours également, puisque quand on marche, c'est très désagréable évidemment de marcher trop vite, mais c'est désagréable aussi de marcher pas assez vite, surtout quand on se dit qu'on doit marcher longtemps. Donc c'est une sensation, et le cheval a une boucle de rétroaction qui lui permet d'agir dessus. Bien. Alors par rapport à tout à l'heure, bon, je vais pas m'appesantir dessus. Donc on avait une expression qui dépendait de 5 paramètres, sauf qu'on a une courbe qui n'a qu'une seule inflexion, donc ça fait un peu trop de paramètres. Donc on la simplifie, on va simplement dire que le potentiel de la poubelle reste à 0. C'est pas une simplification très grave. Du coup on retrouve une expression qui ne dépend plus que de 3 paramètres, mais on a conservé les plus importants, R, B et VT. Et donc on a les résultats des fit, qui sont les lignes qu'on peut voir sur la gauche. Et donc on observe plusieurs choses, c'est que la résistance va diminuer lorsque l'allure choisie va augmenter. Et on observe par contre que B, c'est-à-dire la quantité d'énergie que je dois fournir pour ne serait-ce que accéder à cette allure, augmente. Donc on a une deux évolutions qui sont contradictoires. Or, le produit des deux, qui est la dernière colonne à droite, est à peu près conservé. De la même manière, le cote étoile, là, qui correspond en fait au cote mine, est à peu près conservé aussi. Donc la réflexion qu'on a derrière ça, c'est de se dire, ok, il y a 3 allures pour le cheval, personne n'en doute, très bien, sauf qu'il n'y a qu'une seule machine, il n'y a qu'un seul cheval derrière. Donc est-ce que ces 3 allures ne sont pas 3 expressions de la même machine thermodynamique qui est cachée derrière? Alors pour ça, on a une description qui se rapproche, qui peut se rapprocher du changement de vitesse pour une voiture. Donc on a sur la gauche ici pour le schéma la puissance métabolique, donc ce qui est réellement à l'intérieur du cheval, et sur la droite la partie puissance mécanique. Donc sur la droite on a les vraies pattes qui agissent réellement sur le vrai sol. Donc entre les deux, on a une relation qui est linéaire, c'est-à-dire que I, la sollicitation métabolique, l'intensité avec laquelle je fais fonctionner mon moteur, est reliée à V, la vitesse de translation, par un paramètre de démultiplication qui en fait peut être comparé à une boîte de vitesse. Donc dans ce cas-là, les allures sont simplement différentes modalités de la même machine. Exactement comme on change de vitesse sur une voiture. Alors si on utilise cette approche, on trouve des expressions contingentes pour à la fois le flux entrant d'énergie, le cote, donc la consommation d'énergie ramenée au transport, et la vitesse, donc qui peuvent être pour certaines normalisées. Ce qui est intéressant, c'est que on voit que la consommation d'énergie, donc si je la réécris suivant la contrainte que je viens d'évoquer, elles vont toutes s'effondrer sur une courbe maîtresse, ainsi que pour le cote. Et ce qui est intéressant, c'est que la normalisation pour la vitesse intervient sur une grandeur qui est la vitesse de cote mine. Donc la vitesse de cote mine, c'est vraiment une grandeur intrinsèque qui caractérise l'ensemble du fonctionnement de la machine. Voilà, pour conclure, nous avons développé une forme métabolique générique qui peut s'appliquer à n'importe quelle forme de conversion de l'énergie. On l'a ici appliqué à des systèmes vivants, ça peut s'appliquer à des systèmes non vivants, qui est basé sur des choses relativement connues, c'est-à-dire le premier et le second principe. L'énergie doit se conserver, donc on peut faire des bilans globaux où rien ne se perd, et le second principe doit être respecté, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une part de dissipation. S'il y a une part de dissipation, l'ensemble de l'énergie employée ne peut pas être utilisée pour faire ce qu'on veut faire, et donc ça limite la puissance disponible. Donc ça permet une classification des modes de fonctionnement entre adaptés et adaptables. Bien sûr, quand on regarde un moteur explosion, on va regarder où est-ce que le rendement est maximum, où est-ce que la puissance est maximale. D'accord ? Sauf que ça, c'est une approche qui est complètement anthropomorphique. Un animal ne se pose pas cette question. Il se fiche de savoir où est son rendement maximum, il se fiche de savoir où est sa puissance maximum. Tout simplement parce que la puissance maximum, on la connaît bien. C'est qu'au bout de 30 secondes, on s'arrête, on a mal au cœur et on est complètement incapable de faire 1 mètre de plus. D'un point de vue de survie, c'est pas terrible.
Donc la notion de point de fonctionnement optimal doit être revue avec cette perspective. Et notamment le fait que être adapté et être adaptable sont deux choses qui sont différentes. On peut être extrêmement adapté, mais si on est extrêmement adapté, dès que les conditions extérieures vont varier, on ne va plus du tout être capable de survivre. On peut être extrêmement adaptable, mais à ce moment-là, on sera peu efficace. Mais par contre, si les conditions changent, on sera capable de s'y adapter très facilement. Donc on a la description de deux grandeurs qui sont des grandeurs génériques, donc qui sont construites pour décrire le métabolisme en tant que tel, en tant qu'objet complet. Le métabolisme basal, qui correspond à la quantité d'énergie que j'ai besoin de mettre dans la machine pour simplement soutenir l'effort et l'intensité de l'effort que je veux développer, et une viscosité généralisée qui correspond au fait que j'ai une dissipation en interne et que ma puissance sera limitée par la capacité à la contraindre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Eric. Y a-t-il des questions pour Eric? Oui. Vous avez fait une étude phénoménologique. Est-ce que vous pouvez faire des recherches supplémentaires au niveau microscopique, à savoir au niveau moléculaire, essayer de voir entre la consommation de glucose et la puissance développée par des muscles, par exemple? Alors, ce n'est pas phénoménologique, hein, c'est expérimental. Et on a vraiment un modèle qui est développé en regardant l'objet en tant que tel. Évidemment, on pourrait s'intéresser à une approche purement microscopique, et c'est quelque chose qu'on veut faire. On veut regarder le cycle de Krebs et comment on peut s'y insérer, voir s'il y a le même genre de fonctionnement à l'intérieur d'une même cellule, voir si les mitochondries peuvent se plier au même genre de dynamisme. A priori, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas, mais c'est une question. Par contre, ce n'est pas phénoménologique, et je pense que c'est important dans le sens où si vous prenez une mole de gaz, ça fait 10 puissance 23 particules, c'est un chiffre absolument monstrueux. Si je vous donne 10 puissance 23 particules, personne n'est capable de dire qu'on peut faire de ces 10 puissance 23 particules un moteur. C'est pas possible. C'est pas écrit à l'intérieur. Donc il y a des choses qui s'appellent des grandeurs émergentes, et ces grandeurs émergentes ne peuvent être vues que si on regarde l'objet en tant que tel, en tant qu'objet macroscopique, et qu'on ne s'intéresse plus à ce qui se passe au niveau microscopique. C'est un petit peu à rebours de ce qui s'est fait au XXe siècle, dans le sens où en biologie, plus le temps passait et plus les biologistes s'intéressent à des échelles qui sont petites, typiquement l'ADN. On peut faire la même chose, on peut dire la même chose en physique, où plus le temps passe et plus les particules observées et plus les échelles explorées sont petites. Mais il y a une richesse de comportement lorsqu'on regarde des choses qui sont agrégées, donc des grandeurs émergentes, qui sont une physique à part entière, qui sont une biologie à part entière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un arbre à partir de... On ne peut pas reconstruire un arbre, on ne peut pas avoir l'idée de reconstruire un arbre, on ne sait pas à quoi ressemble un arbre si on donne juste une cellule d'une feuille choisie au hasard. On ne peut pas le faire. Il y a une autre information. Bonjour, moi j'avais un prolongement éventuel de ces réflexions sur la conduite d'engins mobiles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de vos travaux sur une nouvelle conception de la conduite d'engins mobiles? Bonne question. Donc si on remplace la machine à conversion de l'énergie par un bon vieux moteur à explosion, qu'est-ce que c'est ici que le déchet? Il y a différents types de déchets, donc les NOx par exemple, mais ce qui va affecter directement le fonctionnement du moteur, ce sera la température. Donc si je mets ma température dans une boîte calorifugée, la température va augmenter, et donc la différence de température entre la source chaude et la source froide va se réduire, et l'efficacité décroît. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le moteur à explosion, il va être très dépendant de la température ambiante. Sauf que pour un individu unique,
sur sa route, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Enfin, c'est pas parce qu'il se déplace à 90, à 80 ou à 130 que ça changera quoi que ce soit pour la température de sa source froide. Donc ça ne changera rien sur l'efficacité. Si on veut pouvoir discuter ça, il faut vraiment le discuter d'un point de vue global et de dire, ok, si je veux que la température augmente moins fort dans une ville, une des sources de température, c'est le déplacement. Pourquoi? Parce que les moteurs à explosion chauffent, donc j'ai plusieurs options. Soit je remplace mes moteurs à explosion par des moteurs électriques, qui sont beaucoup plus efficaces parce qu'ils n'ont pas besoin de chaleur fatale. Ok, enfin bon bref, il faut quand même faire l'électricité ailleurs, mais c'est une autre question. Soit je diminue globalement la vitesse, ce qui permet d'avoir une température des moteurs qui sera plus basse également. Ça peut fonctionner, sauf que évidemment, si on dit ça en urbain, il va dire oui très bien, vous pouvez essayer de diminuer la vitesse maximale dans une ville, je ne pense pas que ça aura un effet massif. La vitesse moyenne pour une voiture à Paris, ça doit être de l'ordre de 15 km/h. Donc c'est sans effet. Pour un conducteur individuel, je ne sais pas très bien quoi vous répondre. Merci beaucoup Eric.